Bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire qui va durer à peu près 1 heure. Webinaire qui a lieu dans le cadre du projet Archipelagos, comme je pense vous le savez toutes et tous. Archipelagos, c'est un projet triennal financé par le programme Europe Créative de l'Union européenne, lancé en janvier 2024. C'est un projet qui est porté par Atlas en collaboration avec 11 partenaires, dont l'École de la librairie. Je vous parle depuis l'École de la librairie. Ce projet a pour objectif de mettre en lumière auprès des lecteurs et des lectrices et auprès des professionnels du livre la diversité des voies littéraires d'Europe et le travail d'exploration mené par les traductrices et traducteurs littéraires. Alors, je viens de dire les voies littéraires d'Europe, mais il n'y a jamais de contradiction dans nos métiers. Les littératures arabes font partie aussi du projet Archipelagos et c'est le sujet du webinaire d'aujourd'hui. Nous allons échanger avec Xavier Luffin, qui est notre invité aujourd'hui pendant environ 45 minutes. Et pendant la discussion, vous pouvez poser des questions dans le chat et nous prendrons 10 minutes à la fin pour y répondre ou, comme j'ai accès sur un deuxième écran à vos questions, si jamais il y a des questions qui me semblent obligatoires de poser au fur et à mesure de la discussion, bien évidemment, je ne manquerai pas de les poser dans ce cas-là dans le fil de la conversation. Bienvenue Xavier Luffin, je suis ravie de vous accueillir par caméra interposée. Xavier, je vais vous présenter rapidement. Vous enseignez la langue et la littérature arabe à l'Université libre de Bruxelles. Vous êtes membre de l'Académie royale de Belgique. Vous avez publié évidemment plusieurs ouvrages et de nombreux articles scientifiques sur la littérature arabe contemporaine. Et puis, vous êtes également traducteur, une vingtaine de traductions, je crois, entre romans, nouvelles, poésie, théâtre, récits de voyage. Vous traduisez essentiellement de l'arabe, même s'il vous est arrivé occasionnellement de traduire de l'anglais ou du turc. Pour les libraires, les bibliothécaires, les professionnels qui nous écoutent, pour citer ne serait-ce qu'un auteur, plus récemment aux éditions Zulma, vous avez traduit l'écrivain soudanais Abdelaziz Baraka Sakine. Et d'ailleurs, c'est avec un de ses livres, Les Django, vous avez remporté le Grand Prix de la traduction de la ville d'Arles en 2020. Et puis, vous avez aussi une casquette d'éditeur. Vous dirigez la collection Métaphrasis aux éditions de l'Université de Bruxelles, qui est une collection consacrée exclusivement à la traduction littéraire. Donc, nous voilà avec le bon interlocuteur pour parler de ces littératures arabes. Bienvenue, Xavier. Merci, bonjour à toutes et à tous, et merci pour cette invitation. Xavier, on s'est posé la question de mettre littérature arabe au singulier ou littératures arabes au pluriel. Vous avez finalement fait le choix de mettre au pluriel et puis finalement, quand on s'est appelé pour préparer un peu ce qu'on allait se dire, vous m'avez dit « je regrette presque ». Alors, c'est quoi cet antagonisme entre le pluriel et le singulier et pourquoi on peut effectivement parler de littérature arabe au pluriel ? Bien, alors je dirais qu'il y a plusieurs raisons, hein. Il y a d'abord une raison d'ordre chronologique, c'est-à-dire que l'arabe a une spécificité par rapport à l'ensemble des langues européennes, qui est la suivante, c'est qu'une personne qui a été éduquée dans le monde arabe peut lire le dernier roman d'un auteur irakien ou syrien sorti le mois passé, tout comme il peut lire de la poésie du Xe siècle ou du IXe siècle. Et donc là où, pour prendre l'exemple du français, on a de la littérature contemporaine et puis on a de la littérature médiévale qui s'écrit en réalité dans une autre langue, mais pour le lecteur arabe, l'ensemble de ce patrimoine est accessible. Mais donc ça veut dire depuis ce qui s'écrit depuis le 7e siècle jusqu'à présent, donc plus d'un millénaire littéraire, c'est quand même énorme, c'est un exploit au niveau de la littérature mondiale.
Et donc ça, c'est peut-être une première manière de mettre littérature arabe au pluriel, c'est-à-dire est-ce qu'on parle de la littérature contemporaine, de la littérature de la période médiévale, de la littérature pré-islamique. Alors, il y a évidemment, je ne dis pas qu'il n'y a pas de différence, notamment au niveau du vocabulaire, mais d'un point de vue grammatical, il s'agit de la même langue. Et donc voilà, un arabophone y a accès. Une deuxième raison de mettre littérature arabe au pluriel, mais c'est que l'arabe, alors là c'est moins particulier, on a la même chose pour le français ou pour l'espagnol ou pour l'anglais, mais l'arabe se parle et s'écrit dans une vingtaine de pays aujourd'hui. Je crois Euh, qu'on a une carte qui ne va pas tarder à apparaître, d'accord. qu'on peut commenter d'ailleurs. Oui, donc une vingtaine de pays. Donc, il y a des dialectes dans ce cas-là, selon les pays, et puis j'imagine une culture un peu différente du pays d'à côté, Voilà. qui se ressent aussi dans la littérature? Effectivement, alors c'est peut-être une troisième raison aussi de parler de littérature au pluriel. Il y a une convention en fait dans la littérature arabe, mais une convention qui finalement n'a jamais été respectée au cours du temps, qui est que lorsqu'on écrit, on écrit en arabe classique ou aujourd'hui on dirait en arabe moderne, c'est-à-dire qu'un écrivain koweïtien, irakien ou marocain, chacun écrira dans la même langue qui est accessible à tout le monde. Euh, Si ce n'est que beaucoup d'écrivains ont recours, notamment pour les dialogues, de plus en plus souvent au dialecte propre à leur pays. Ce qui donne évidemment une certaine vitalité à la littérature, mais qui pose des fois aussi des problèmes de distribution dans l'ensemble du monde arabe. Je pourrais donner quelques exemples tout à l'heure d'écrivains qui, à mon sens, méritaient une reconnaissance au niveau, j'allais dire pan-arabe, mais ne l'ont pas eu parce qu'ils s'obstinaient à écrire dans leur dialecte. Mais donc, de manière générale, quel que soit le pays d'où on vient, l'essentiel de ce qu'on écrit s'écrit en arabe moderne. Cela dit, donc il y a une culture arabe, bien sûr, dans laquelle l'ensemble des citoyens du monde arabe se reconnaît. En attendant, il y a aussi une littérature, il y a aussi une culture marocaine, il y a une culture algérienne, il y a une culture koweïtienne. Et donc voilà, c'est ce qui me fait toujours hésiter à parler de littérature arabe au pluriel ou au singulier. Alors quand je fais un choix, je le regrette. Quand je fais l'autre choix, je le regrette aussi. Donc voilà, finalement, littérature arabe au pluriel, c'est pourquoi pas. Puisqu'on parle de cette littérature-là, puis vous l'avez un petit peu dit, on va peut-être en faire une légère histoire. Alors bien sûr, on a qu'une heure pour parler de plein de sujets, donc pour ça, il faudrait s'inscrire à vos cours pour avoir accès à toutes les informations. Mais effectivement, les grandes étapes de l'évolution de la littérature arabe, ce serait quoi? Alors, je dirais que jusqu'au 19e siècle, les belles lettres arabes, c'était essentiellement, pour ne pas dire exclusivement, la poésie. Il y avait bien sûr d'autres genres qui existaient, mais qui étaient donc il y avait des livres consacrés à l'histoire, à la géographie, à la religion, mais à partir du moment où on parlait de littérature, on parle essentiellement jusqu'au 19e siècle de poésie. Et les bases de cette poésie, elles ont été posées, et c'est assez intéressant pour une culture qu'on associe très souvent à la religion musulmane, même s'il y a des Arabes non musulmans, des chrétiens, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que, si vous voulez, les bases de cette poésie, c'est la poésie pré-islamique, ce qu'on appelle, il y a alors, ce qui est le plus connu dans la poésie pré-islamique, c'est ce qu'on appelle en arabe les muhallaqat, ça veut dire les poèmes suspendus, si vous voulez, qui sont dus à 7 grands poètes ayant vécu avant la période islamique. Et pour chacun, on a conservé un poème qui est chaque fois considéré comme le modèle à suivre pour la poésie. À côté de ça, on a d'autres poèmes de ces 7 mêmes poètes qui ont été conservés. Donc on a un patrimoine relativement riche de poésie et qui commence avant l'islam. Alors ça a été, cette poésie est accessible
notamment grâce à la traduction française des Mohallakat. Donc, comme je vous le disais, puisque c'est considéré comme le canon poétique dans la culture arabe, les arabisants s'y sont intéressés très tôt, et on a en réalité plusieurs traductions françaises. Il y a celle de Berck, celle de Schmitt. Je vous ai proposé les deux plus récentes, celle de Edith Hoel, qui est parue en collection de poche et qui est en version bilingue, donc je trouve ça assez intéressant, chez Flammarion. Et puis on a, à mon sens, la très belle traduction de Pierre Larcher, qui est paru chez Fata Morgana et qui est aussi en version bilingue. Et ça peut vous donner une idée de la... Alors, c'est de la poésie bédouine, hein, on parle beaucoup du désert, des traces laissées par le campement, de la bien-aimée qui est partie avec sa tribu. Donc, ça peut paraître au début assez hermétique, ou en tout cas assez éloigné de ce à quoi on pourrait s'intéresser en Europe. Et en fait, pas du tout. Il y a de la poésie, on parle beaucoup d'amour dans ces poèmes, il y a de l'humour aussi. Mais bon, c'est vrai, il y a des longues digressions, des très longues descriptions de la chamelle, par exemple, qui peuvent paraître un peu aujourd'hui anachroniques, pas seulement d'ailleurs pour le lecteur francophone, mais aussi pour le lecteur arabophone. Et donc, après cette poésie pré-islamique, il y a l'époque islamique, effectivement, dans la littérature, où il y a toujours de la poésie, d'ailleurs. Oui. Effectivement, alors le patrimoine est tellement large que voilà, c'est toujours difficile de citer des noms, parce qu'on va dire oui, mais vous avez cité un tel et pas un tel. Mais bon, si je devais citer quelques noms, d'abord il y a un poète, à mon sens, exceptionnel, assez tôt dans la période pré-islamique, hein, on est au 7e siècle, qui s'appelle, alors son nom a priori ne vous dira rien, mais quand je vous donnerai son surnom, vous le reconnaîtrez. Il s'appelle Qais ibn al-Mulawwah, mais en réalité, son nom de poète, c'est Majnun Leila, le fou de Leila. Donc, c'est de la poésie amoureuse, et donc ce fameux Reis tombe fou amoureux de sa cousine qui s'appelle Leila, et Majnoun veut dire fou, hein, et donc il devient littéralement fou de Leila. Ça a inspiré par après beaucoup la poésie persane et turque, mais aussi des poètes français, hein. Le fou d'Elsa a évidemment est en résonance avec ce poème. Alors ça a été traduit par André Miquel, qui est un grand arabisant français qui est décédé maintenant. Alors, à la même époque, il est moins connu, mais j'aime bien le citer. Il s'agit de Omar bin Abi Rabia, parce que lui propose une autre vision de l'amour. Donc Majnun Leila est obsédé par Leila et par personne d'autre. Tandis que Omar Ben Abi Rabia collectionne plutôt les conquêtes, et donc c'est assez intéressant à la même époque de visions différentes de la poésie amoureuse. Alors un autre poète incontournable que j'aime beaucoup voir avec mes étudiants, c'est Abou Nouas. On pourrait dire que c'est un poète libertin, hein, donc c'est un poète de la période abbasside, 8e, 9e siècle. 9e siècle, il chante son amour pour le vin. Il chante aussi son amour pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Et il chante aussi le peu d'intérêt qu'il a pour la religion. Donc ça en fait un personnage assez savoureux, en tout cas à mon sens. Et il est considéré comme un des grands poètes de la littérature. Alors après, je terminerai avec lui, hein, mais je pourrais citer tellement d'autres noms. On a un poète qui s'appelle El Mutanabbi, au Xe siècle, qui est voilà, qui a une utilisation de la langue arabe qui est, au niveau du vocabulaire notamment, qui est très particulière. Voilà quelques grands noms de ce qu'on appelle la période classique. Et là, les noms que j'ai cités, les Muhallaqat, on est au 6e, 7e siècle. Al-Mutanabbi, on est au 10e. Après, on a encore de la poésie, mais les choses vont être après le XIIe siècle, je dirais que ça va être une poésie très répétitive. On reprend les canons plus anciens, il y a beaucoup moins de grands noms qui apparaissent.
c'est ce qu'on appelle en général ce que les poètes que je viens de citer, en tout cas, sont assez représentatifs de ce qu'on appelle la poésie arabe classique. Qui est très, effectivement, qui est très riche à ce moment-là et puis d'un coup, on a, quelques siècles où il y a peu d'innovation, Oui. où les choses, vous l'avez dit, le mot répétitif, on copie un Mhm. peu, enfin, on répète beaucoup le connu et puis arrive le 19e siècle, ta ta tin et là, Alors, au 19e siècle, il se passe quelque chose de très intéressant, pas seulement sur la scène culturelle, mais aussi sur la scène politique, et tout ça est lié. C'est ce qu'on appelle en arabe donc en-nahda, hein, donc on le traduit parfois, faute de mieux, par Renaissance, mais évidemment en français, Renaissance fait penser à une autre période qui a certes des points communs, mais voilà, qui est malgré tout différente. Alors, Ennahda, c'est un moment où les intellectuels du Proche-Orient vont découvrir l'Occident un peu d'une nouvelle manière. C'est-à-dire que, alors c'est toujours très difficile, hein, de résumer des périodes ou des concepts aussi complexes, mais une série d'intellectuels, et notamment des écrivains, vont introduire des genres nouveaux dans la littérature arabe, en s'inspirant de ce qui se fait en Occident. Et donc, on a notamment sur le plan narratif des premières formes de ce qui va s'apparenter euh, au roman, mais aussi au théâtre. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des formes littéraires auparavant qui étaient comparables, et ça ne veut pas dire non plus, et ça c'est important, que les auteurs de l'époque vont faire une césure totale avec le patrimoine arabe. Au contraire, ils vont un peu, on s'en rend compte de plus en plus maintenant qu'on étudie ces textes de plus près, parce ils ont souvent été négligés, parce que voilà, c'est vrai que c'est le début de la littérature, mais c'est pas non plus c'est pas ce qui se lit le plus, hein. Je peux citer quelques noms, ils sont pas, vous verrez qu'ils, à part pour les spécialistes, ils font pas beaucoup écho à ce qu'on connaît, mais il y a des écrivains comme Boutros El-Boustani au Proche-Orient, Georgi Zaidan. Alors lui est un peu plus connu, Eschidiar, et puis, alors, plutôt vers la fin, mais ça c'est un nom que tout le monde connaît, je crois, grâce à un livre qui n'a pas été écrit en arabe, cela dit, c'est Khalil Gibran, le grand poète, pas seulement poète d'ailleurs. Donc tous ces auteurs vont commencer à produire des livres voilà, qui en termes de genre s'inspirent beaucoup de ce qui se fait en Occident. C'est pas propre au monde arabe, dans le monde, on va dire, oriental de manière générale, dans la littérature turque par exemple, sachant qu'à l'époque on est encore, tout le Proche-Orient est dominé par les Ottomans. Dans la littérature turque, on va assister exactement au même phénomène. Et donc on a des œuvres hybrides qui s'inspire à la fois de... Il y a un ouvrage qui a été traduit il y a quelques années, je crois, qui s'appelle La jambe sur la jambe. Le titre lui-même est un peu étrange, de Faris Eschidiak, et qui est... c'est un roman un peu inclassable, hein. C'est à la fois un roman picaresque, un roman autobiographique, mais aussi poétique. Et voilà, c'est assez représentatif de l'époque. J'ai cité Jurji Zeydan. Alors lui est intéressant parce que certains de ses livres ont été traduits récemment. Il est très populaire, donc il est originaire du Proche-Orient, hein, de la la Syrie Liban, mais il s'est installé ensuite en Égypte. Et il s'est lancé dans une sorte de rédaction de longs romans historiques qui reprennent les grandes étapes de l'histoire musulmane. Alors c'est d'autant plus intéressant qu'il était issu d'une famille chrétienne, hein, mais il met en avant les grands moments les grandes étapes du monde musulman dans ses romans. Alors, pour en revenir à Khalil Gibran, il est l'auteur d'un livre qui s'appelle Le Prophète,
qui est un très beau livre, mais qu'il a écrit en anglais et non pas en arabe. Cela dit, je l'ai quand même repris dans la liste parce qu'il est représentatif de ce qu'a donné cette époque. Donc lui, il est plutôt, bon, il est fin 19e, début 20e, mais il a aussi écrit en arabe. Donc il écrivait en anglais, pourquoi? Parce qu'il est allé vivre aux États-Unis, comme beaucoup de Syro-Libanais à l'époque. Mais il a aussi écrit notamment un petit roman qui s'appelle Les ailes brisées, qui a été traduit en français, qui est moins connu que Le Prophète, qui est peut-être moins puissant d'un point de vue littéraire, mais qui est assez intéressant parce que bah, c'est une histoire d'amour en fait, mais entre deux familles, enfin bon, comme très souvent, hein, on retrouve un schéma classique de familles qui refusent un mariage entre deux personnes. Alors, Khalil Gibran était issu d'une famille chrétienne lui aussi, hein. Les chrétiens ont joué un rôle très important dans ce renouveau de la littérature au XIXe siècle. Et en fait, ce sont deux familles d'églises rivales, en fait, hein, mais donc qui refusent le mariage parce que, pour des raisons confessionnelles. Donc, c'est un schéma narratif assez classique. Mais voilà, tout ça représente assez bien, je dirais, la littérature de fin 19e, début 20e. Et puis évidemment, au XXe siècle, et puis plus on se rapproche Ouais. d'aujourd'hui, comme partout, bah, il y a une démultiplication des auteurs et c'est tant Mhm. mieux. Et vu d'ici, en tout cas en France, et on va arriver juste après effectivement sur la traduction des textes arabes en français et édités en France. Mais effectivement, vu d'ici en France, la consécration de cette multiplication, puis dans le monde d'ailleurs, de cette multiplication des auteurs de langue arabe, c'est le Nobel de Naguib Mahfouz, que vous allez prononcer bien mieux que moi d'ailleurs, parce que moi je le prononce à la française et je n'essaie pas d'y mettre une once d'accent. Mais effectivement, ce Nobel a attiré aussi l'attention sur ces littératures arabes. Tout à fait. Alors, bon, Naguib Mahfouz est, à mon sens, un écrivain effectivement, hein, d'une dimension ou d'une stature internationale. Euh, il y a bien sûr sa trilogie, qu'on ne connaît pas forcément sous le nom de trilogie, hein, mais il y a 3 livres qui vont ensemble, hein, L'Impasse des Deux Palais, euh, notamment, qui sont en fait ce sont 3 longs romans qui décrivent une fresque à la fois sociale et politique de la société égyptienne sur plusieurs décennies. Donc, en suivant le chemin de plusieurs personnages et de plusieurs familles, on voit comment des courants culturels, hein, par exemple laïcs et religieux, mais aussi politiques, hein, royalistes, républicains, pro-occidentaux, anti-occidentaux, etc., euh, refaçonne quelque part la société égyptienne autour de donc avant la fin de la période coloniale et ce qui va suivre. Et donc, on a effectivement une énorme fresque romanesque qui est vraiment, à mon sens, très, très bien réussie. Cela dit, Naguib Mahfouz était un auteur très, très prolifique et il a écrit de très nombreux autres romans. Alors, il a commencé par une période qui est pas, enfin, qui à mon sens n'est pas, tout ça est très subjectif, mais elle n'est pas la plus réussie, hein. Il y a un genre qu'on appelle le genre pharaonique, hein, donc des romans qui se passent à l'époque des pharaons en Égypte antique. C'est malgré tout intéressant parce que de voir comment les Égyptiens, à travers le travail des archéologues occidentaux, finalement, redécouvrent et se réapproprient un passé comme celui-là. Alors certains de ces livres ont été traduits, mais bon, s'il fallait lire quelque chose de Naguib Mahfouz, je conseille de loin la trilogie du Caire ou certains de ses autres livres. Je pense au Fils de la Médina. Donc c'est un livre d'autant plus intéressant. Le titre, enfin j'ai pas le temps d'expliquer, mais le titre est un peu bizarre, hein, parce que en fait, en arabe, c'est les enfants de notre quartier. Et le mot Médina, Médina en arabe, ça veut dire une ville. Et donc, enfin, la traduction est, à mon sens, inappropriée.
mais la traduction est très belle, cela dit. Et c'est aussi un livre très intéressant qui avait eu des problèmes à Naguib Mahfouz. Hein. On l'a accusé, d'athéisme. Ça a d'ailleurs conduit à une tentative d'assassinat contre cet auteur à l'époque. Mais c'est un livre extrêmement intéressant au niveau de sa construction parce que là aussi, de manière allégorique, il retrace un peu l'histoire des grandes religions révélées, comme on les appelle, et puis du matérialisme, encore une fois, en se glissant dans la vie d'un quartier populaire du Caire. Et donc, les livres de Naguib Mahfouz révèlent toujours tous ces livres se passent en fait, presque tous, il y a des exceptions, il y a un roman qui se passe à Alexandrie, mais ces romans en général se passent toujours dans ce qu'on appelle le vieux Caire, hein, la vieille ville du Caire, et il décrit très bien la manière dont, dans tous ces romans donc j'ai parlé de la société qui se transforme, mais la ville s'est transformée aussi. Hein. La ville a explosé d'un point de vue démographique. Ça veut dire on a beaucoup détruit pour rebâtir. Et il y a des scènes formidables où d'ailleurs on mélange à la fois la disparition des vieux quartiers et la disparition de vieux métiers comme ce qu'on appelle le compteur populaire qui va de café en café. Enfin, bref, je conseille cet auteur. Alors, Les Fils de la Médina sont chez Actes Sud, c'est traduit par Jean-Patrick Guillaume. Et puis, les 3 livres, ce qu'on appelle de la trilogie du Caire, sont trouvables au livre de poche, notamment traduit par Philippe Vigreux. Je Oui, rajoute le nom des traducteurs, parce que quand même, bien sûr, hommage aux bien sûr. traducteurs. Hein. Et je rappelle aussi, évidemment, que le Nobel de Naguib Mahfouz, c'est 1988, car je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Justement, c'était quoi l'état de la traduction des textes arabes en France avant ce Nobel, après ce Nobel? Je crois quand même que le Nobel a fait que les éditeurs français en ont publié plus, parce que c'est pas le taux de traduire, mais il faut qu'il y ait un éditeur, Mhm, n'est-ce pas? mhm, Même si finalement, la traduction de textes arabes, dans l'histoire de l'édition, il y en a depuis plusieurs siècles. mhm. C'est Effectivement, alors ce qui s'est passé est assez intéressant et on peut faire un parallèle avec la traduction de la littérature arabe en anglais ou en allemand, par exemple. Euh, euh, En fait, une partie de la traduction, une partie de la poésie arabe notamment, a été traduite assez tôt. 18e, 19e siècle, mais restait cloisonné dans le monde académique. C'est-à-dire qu'on avait une série par exemple, les Mu'allaqat ont été traduites, les suspendus ont été traduites très tôt, etc. Mais restait, je dirais, plutôt confiné dans le monde le monde savant. Il y a une exception, mais une exception notable, c'est les Mille et une nuits. Alors, les Mille et une nuits, on peut dire que le texte a été découvert en Occident grâce à un Français, Antoine Galland, hein, qui avait beaucoup voyagé au Moyen-Orient et qui a commencé à traduire d'abord sous forme de feuilleton, hein, ces fameuses Mille et une nuits. au Et XVIIIe au siècle. XVIIIe siècle, hein, donc on est au début du XVIIIe siècle, tout début du XVIIIe siècle, donc c'est très très tôt en fait. Et cette traduction va avoir un succès qui va dépasser son traducteur. Hein. Il y a toute une série d'anecdotes qu'on raconte. C'est-à-dire qu'apparemment, les gens, alors je ne sais pas si ça fait partie de la légende des Mille et une nuits ou de la réalité, mais on venait frapper à sa porte pour lui demander quand est-ce qu'il allait publier le conte suivant. Surtout que le chiffre mille et une nuits, évidemment, on s'attend à 1001 contes, mais c'est évidemment une métaphore. Il n'y a pas forcément, il n'y a pas 1001 nuits dans le livre. Mais ce qui est intéressant, c'est que la traduction de Galland va donner, j'allais dire, un succès à ce livre, à la fois ailleurs en Occident, mais aussi dans le monde arabe. Alors je m'explique. Après la traduction de Galland, vont suivre d'autres traductions. Il y a celle de Mardrus, il y a en anglais celle euh, de Richard Burton. Voilà, il y a toute une série de traductions qui vont donner au Mille et une nuits un succès fulgurant partout en Occident.
Mais ce qui est encore plus intéressant, à mon sens, c'est le changement de statut des Mille et une nuits dans le monde arabe. C'est-à-dire que dans le monde arabe, bien sûr, les Mille et une nuits étaient connus, mais ce n'était pas considéré comme vraiment comme de la littérature, avec un grand L en tout cas. Hein, c'est plutôt, d'abord c'est une écriture, c'est une littérature qui est écrite dans un arabe qui flotte entre le classique et le dialectal. Hein, donc la langue déjà, voilà, pour un puriste, c'est une langue imparfaite. Euh, euh, et puis surtout, ce sont des contes qu'on raconte en fait le soir, et qui sont même pas les plus connus du patrimoine arabe. Il faut savoir, mais là c'est peu traduit, qu'il y avait une littérature populaire, j'allais dire un niveau au-dessus des Mille et une nuits, c'est ce qu'on appelle les épopées. En arabe, on appelle les épopées sira. Et donc, il y avait l'épopée d'Antar, l'épopée de Baïbars, etc., qui étaient aussi considérées comme de la littérature populaire, mais quand même un niveau au-dessus des Mille et une nuits. Et puis, le succès fulgurant des Mille et une nuits en Occident va quelque part, par ricochet, revenir en Orient. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas que dans le monde arabe, on ne connaissait pas les Mille et une nuits, mais comme je le disais, c'était loin d'être le parangon de la littérature. Or, si vous regardez les Mille et une nuits aujourd'hui dans le monde arabe, euh, ben, on l'utilise en fait un peu à toutes les sauces, mais probablement, moi je m'avance en disant certainement que ça ne serait pas le cas si Galland n'avait pas traduit ça en français. Alors pour vous donner une idée, une autrice que je citerai sans doute tout à l'heure, donc une autrice libanaise, Hanan Escher, pour l'un de ses romans, s'est inspirée des Mille et une nuits, pour faire d'ailleurs un très joli livre qui a été traduit en français. Euh, je suis persuadé qu'elle ne l'aurait pas fait si les Mille et une nuits n'avaient pas acquis, paradoxalement, des lettres de noblesse dans le monde arabe a posteriori. Et si on regarde l'état de la traduction des langues arabes sur le contemporain, j'imagine que tous les pays de langue arabe ne sont pas représentés de la même façon dans en nombre de Mhm. traductions, on s'entend, hein, là, on est dans les chiffres et pas dans la littérature, mais qu'il y a des pays qui suscitent peut-être plus d'intérêt de la part des éditeurs ou des lecteurs, je ne sais pas, Mhm. que d'autres. Est-ce qu'il y a des pays qui vous semblent un peu oubliés dans le travail qu'on fait en France de traduction des langues arabes? Et puis, oui, comment ça se passe à peu près cet équilibre entre pays? Alors, je dirais que la situation s'améliore, s'est améliorée en tout cas, pour ce qui est des traductions françaises cette dernière décennie, et encore plus en anglais, puisqu'on on traduit plus vers l'anglais encore, puisque le marché est plus grand, donc les éditeurs peuvent prendre plus de risques. En tout cas, moi, j'analyse comme ça. Mais pendant très longtemps, effectivement, on se cantonnait à traduire des auteurs essentiellement égyptiens, et alors quelques auteurs libanais aussi, et parfois exceptionnellement un écrivain irakien. Mais, je le disais tout à l'heure, l'arabe s'utilise pourtant dans une vingtaine de pays. Et certains de ces pays ont été découverts sur le plan littéraire très très tardivement, mais pas seulement par les maisons d'édition françaises. Je dirais que c'est le résultat quelque part d'un déséquilibre qui se trouve déjà dans le monde arabe. Il y a un proverbe arabe que je cite souvent alors il est de moins en moins vrai et peut-être aussi de moins en moins cité parce que les choses ont changé, mais bon, c'est un très beau proverbe qui dit euh, le Caire écrit, Beyrouth imprime et Bagdad lit. Donc en gros, parce qu'effectivement avant, ça a changé, c'est plus le cas maintenant, mais les maisons d'édition se trouvaient, il y en avait en Égypte, mais elles se trouvaient surtout au Liban, et donc on considérait que les grands écrivains étaient égyptiens, ils se faisaient publier au Liban, et puis c'était les Irakiens qui avaient un niveau d'éducation
comment dire, particulièrement élevés qui lisaient. Hein. Donc, c'est représentatif en fait de la manière dont le monde arabe lui-même voit sa propre production intellectuelle, c'est-à-dire que on s'intéressait en tout cas d'abord à ce que faisait l'Égypte. Alors, il y a plein de raisons à cela. Hein. Il y a le fait que l'Égypte a toujours été un centre de production culturelle pour le monde arabe, de manière générale. Il y a certainement aussi le succès de Naguib Mahfouz qui a pu jouer un rôle. Il y a d'autres auteurs de l'époque que je n'ai pas cités, comme Tawfiq el-Hakim, et puis par après Youssouf Idriss, etc., qui font qu'effectivement l'Égypte était surtout connue dans le monde arabe d'abord. Et évidemment, cette transposition de la culture arabe en Europe a suivi un peu le modèle. Alors, il y a des pays... Donc ça change, notamment, je crois qu'on parlera peut-être plus tard du rôle important qu'ont joué certaines maisons d'édition, mais je peux déjà dire que, en fait, Actes Sud, qui est une des grandes, enfin la grande maison d'édition pour la littérature arabe, ou en tout cas qui l'a longtemps été, a fait ce pas depuis quelques années, depuis une décennie, de s'ouvrir de plus en plus vers des littératures qui étaient peu connues. Je pense à des pays comme le Koweït, comme Oman. Hein. S'il y a 20 ans, vous demandiez à quelqu'un de citer un auteur koweïtien ou omanais ou même saoudien, y compris dans le monde arabe, bon, souvent les gens restaient quoi. Et c'est plus le cas maintenant, et donc je trouve que c'est une chose intéressante, mais il y a encore du travail, c'est-à-dire que la sous-représentation de certains pays, mais aussi de certains auteurs. Il y a des auteurs qui sont très connus dans le monde arabe, qui mériteraient vraiment d'être traduits et qui ne sont pas du tout traduits. Ou qui sont peu traduits. Il y a aussi un déséquilibre de genre. Donc, j'ai cité beaucoup d'hommes jusqu'à présent. J'ai quand même cité Hanan El-Cheikh, l'autrice libanaise, mais il y en a plein d'autres. Mais voilà, ce sont des déséquilibres pardon, qui préexistent au système de traduction. Hein. Ce n'est pas un biais qu'introduisent les traducteurs ou les maisons d'édition. C'est quelque chose qu'on trouve déjà à la base dans le monde arabe, mais je trouve que ça se diversifie assez bien depuis une décennie ou même plus. J'ai aussi, quand je parle de déséquilibre géographique, il y a une autre région qui est importante de citer. Donc, j'ai parlé des pays du Golfe, mais paradoxalement, le Maghreb, en fait, est sous-représenté ou a longtemps été sous-représenté en termes de traduction. Et l'une des raisons, encore une fois, ce n'est pas la seule, hein, mais l'une des raisons, je pense, c'est que il y avait déjà un nombre d'écrivains maghrébins, qui soient marocains, algériens ou tunisiens, francophones, déjà tellement important que voilà, faire en plus découvrir des auteurs arabophones de ces mêmes pays pour poser des problèmes. Cela dit, il y a des exceptions notables, on y reviendra peut-être. Alors, peut-être est le bon mot, parce qu'il est déjà presque 15h40, donc le temps passe à une vitesse folle. Justement, moi, si je vous pose la question, puisque vous disiez, puis plein de gens ne sauraient pas le dire, citez-moi un écrivain koweïtien, un écrivain saoudien et un écrivain omanien. Est-ce que justement il y en a quelques-uns traduits en France, et qui vous nous citeriez en exemple justement pour nous faire découvrir il y en a plein. Hein. Donc, alors bon, évidemment, si on parle d'auteurs qui ont été traduits, donc pour l'Arabie Saoudite, il y a un auteur comme Abdoukhal, qui a beaucoup écrit et qui a été traduit récemment. Alors, rien de ses romans qui, encore une fois, c'est très subjectif. Il a été traduit par Frédéric Lagrange, c'est Les basses œuvres. Alors qui moi n'est pas mon préféré. Abdoukhal a une production énorme sur plusieurs décennies. Après, il faut réussir à convaincre les éditeurs de placer un livre
et les basses œuvres méritaient d'être traduites, notamment parce qu'il a eu du succès, il a remporté des prix importants dans le monde arabe, mais à mon avis, il y a plein d'autres choses à découvrir de cet auteur. Alors pour Oman, il y a plusieurs autrices, et il y a notamment une écrivaine qui s'appelle Joha El Harfi. Alors, il y a l'un de ses livres qui a été traduit en français, c'est Les corps célestes. Et c'est une écrivaine très intéressante, notamment parce que elle s'intéresse au tabou de l'esclavage et du racisme. Hein, et on a l'idée de sociétés dans les pays du Golfe qui sont ultra conservatrices, avec plein de tabous. En même temps, s'il y a bien des pays dans lesquels on aborde des questions comme l'esclavage, par exemple, eh bien, c'est dans les pays du Golfe, notamment des auteurs saoudiens. Euh, Cette auteure romanaise. Alors, pour le Koweït, on a Taleb El-Refai, dont je crois au moins 2 romans ont été traduits. Donc, c'est paru chez Actes Sud. Je crois il y a ici même, me semble-t-il, il y a L'ombre du soleil. Voilà, donc cette littérature est traduite. Pour ce qui est du Maghreb, je peux peut-être vite donner deux, 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 deux exemples intéressants, enfin peut-être oui, 2 fois 2, 2 pour le Maroc, 2 pour l'Algérie. Il y a un roman incontournable qui s'appelle Le pain nu de Mohamed Choukri, qui a eu beaucoup. Alors, ça, c'est l'exception. Hein, quand je disais que les auteurs maghrébins arabophones étaient un peu couverts par les. Ou, comment dire. Ombragés par les écrivains francophones, c'est l'exception, probablement en raison du sujet du livre. Hein. Il aborde de manière très crue la violence, la sexualité, l'homosexualité. C'est un roman assez atypique parce qu'encore une fois, la version, la version française est sortie avant la version arabe et ça pose toute une question au niveau même enfin de la rédaction de l'ouvrage, de ce qui s'est réellement passé. Mais voilà, ça c'est presque une énigme policière à résoudre dans un autre cadre. Mais alors quand je disais que justement, il y a aussi un effort de traduction vers... Bon, Mohamed Choukri, il a écrit dans les années 70, mais on a un roman qui a eu pas mal de succès, qui est sorti, je crois, chez Actes Sud, c'est Hot Maroc, Hot Maroc de Yassine Adnan, qui est un roman sur la société marocaine, mais du coup très très contemporaine. Il y a Youssef Fadel, un autre écrivain marocain que moi j'aime beaucoup, qui a été traduit, plusieurs de ses romans ont été traduits. Je crois que c'est chez Actes Sud aussi. Youssef Fadel, un très très bon écrivain. Et puis alors il y a le cas de l'Algérie. L'Algérie, c'est assez intéressant parce que on a aussi quelques grands noms. Encore une fois, quand on pense à la littérature algérienne, ben aujourd'hui, on pense à Boualem Sensal, on pense à Kamel Daoud, etc., qui sont des auteurs francophones. Mais il y a aussi des auteurs arabophones. Alors, l'un d'entre eux a été traduit, plusieurs de ces romans ont été traduits, il s'appelle Taher Ouattar. Et puis, il y a un écrivain qui m'intrigue parce qu'il écrit dans les 2 langues, et ça, c'est assez rare. Il s'appelle Amin Zawi, il est aussi journaliste, et il écrit certains de ses romans en français, et puis il en écrit d'autres en arabe. Hein. Donc, il effectue cette prouesse de... Les auteurs que j'ai cités précédemment, soit ils écrivent en français, soit ils écrivent en arabe. Même quand ils sont parfaits bilingues, hein, il arrive d'avoir des auteurs qui sont parfaits bilingues. C'est la même chose pour le Liban. Moi, j'avais traduit un roman de Rachid El-Daif, un auteur libanais. Donc, lui écrit en arabe, j'ai traduit son roman en français, mais en réalité, il parle français comme vous et moi. Hein. Donc, voilà. Et puis, on a moins évoqué cette partie du monde arabe qui est l'Afrique hors Mhm. Maghreb, avec des pays comme Sud-Soudan, Tchad, Mali, Sénégal, Somalie, où il y a le développement d'une littérature arabe et effectivement qui commence aussi à arriver au catalogue des maisons d'édition. Et le Mhm. travail que notamment vous avez fait avec Zulma rentre dans cette idée aussi de découvrir aussi cette littérature arabe hors Maghreb qu'on Oui. connaît et hors Irak qu'on connaît un peu moins.
Effectivement, c'est un phénomène qui, moi, me fascine depuis une dizaine d'années et qui est vraiment en expansion. Alors, j'ai traduit plusieurs auteurs soudanais, mais qui sont plutôt… Alors, quand j'ai commencé à les traduire, le Soudan était encore unifié. Maintenant, il est divisé entre le Soudan et le Soudan du Sud. Le Soudan a souvent été représenté par un unique auteur, c'est Ed Taïeb Saleh, qui a écrit un roman fantastique, hein, enfin formidable, je veux dire, euh, qui s'appelle La saison d'une migration vers le nord. Très très beau roman, mais tellement puissant qu'en fait il a toujours écrasé les autres voix du Soudan. Et c'est vrai que depuis quelques années, il y a Marcella Rubino qui a traduit un très beau roman de Hamour Ziada, qui est un auteur soudanais. Et moi, j'ai traduit plusieurs auteurs soudanais, Ahmed El Malik, mais aussi et surtout, je dirais, Abdelaziz Blakassakin. Effectivement, Zulma a déjà publié 3 de ses romans et le 4e devrait sortir bientôt. Et voilà, j'en suis assez content parce que c'est vrai que c'est une manière de faire connaître cette littérature. Et à côté de ça, il y a plein d'auteurs qui effectivement attendent encore d'être d'être publiés. Alors un pays que je trouve très intéressant, c'est le Tchad. Il y a des écrivains comme Taher Nour, donc lui est romancier, mais il y en a aussi d'autres. Il y a Oui, des il n'a poètes. jamais été traduit Il n'a encore, hein. hélas jamais été Là, traduit. on parle il y a aussi, voilà, toute une liste d'excellents, Mhm. écrivains que vous aimeriez, Oui, qu'on connaisse plus en France et que peut-être dans un futur, nous pourrions, voir traduits en France. Et tu as du raison, travail, totalement partie, c'est ça, hein. c'est ça, oui. Il y a qui d'autre justement que vous aimeriez, faire Alors, découvrir aux lecteurs, francophones? pour le Sud-Soudan, il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Arthur Gabrieliak. Alors, ces romans sont intéressants parce que, alors il y a un autre nom pour le Sud-Soudan. Alors j'ai traduit une de ses nouvelles et l'un de ses romans va paraître en anglais ou est apparu en anglais, je ne sais plus. Elle s'appelle Stella Gaetano. Et quand vous entendez ces noms, vous vous rendez compte qu'ils ont des noms, voilà, c'est pas des noms arabes et c'est pas non plus des noms musulmans. Donc c'est en fait le Sud-Soudan a une culture un peu particulière. Il y a une minorité musulmane, mais ils sont plutôt chrétiens. Ils parlent différentes langues africaines comme le Dinka, le Nouer, le Chiluk, etc. Mais certains auteurs ont décidé de prendre comme langue d'écriture l'arabe, tout comme il y a des auteurs sénégalais qui écrivent en français. Mais c'est intéressant quand vous lisez un roman écrit par un Sénégalais et qui se passe au Sénégal. Bien sûr, la langue d'écriture, c'est le français, mais vous sentez bien que le roman se passe dans un milieu culturel et géographique qu'est le Sénégal. Mais c'est la même chose avec un écrivain comme Arthur Gabrieliak. C'est-à-dire que vous lisez un roman en arabe, mais ce que vous lisez est profondément ancré dans la culture africaine en fait du pays. Donc c'est l'une des choses à mon sens qui rendent ces romans particulièrement intéressants. Et effectivement, j'aimerais bien un jour les faire connaître. Euh, Je pour revenir à Abdelaziz Baraka-Sakine, parce que vous êtes trop humble si je le fais pas, si je vous oblige pas. Je disais tout à l'heure que vous aviez reçu le grand prix de la traduction pour les Django et en même temps, je crois que les Django, finalement, c'était celui pour lequel vous étiez peut-être le plus inquiet quant à la réception en France oui. de ce texte. Vous pouvez nous raconter pourquoi enfin, vous aviez peur qu'il ne trouve pas son Oui. lectorat? Oui, j'avoue que je suis étonné encore jusqu'à maintenant parce on avait commencé avec Abdelaziz par Le Messie de Darfour, dont je me disais qu'au-delà de la qualité du texte, de la trame, etc., c'était un livre qui pouvait rencontrer un certain succès en France parce qu'il parlait de quelque chose qu'on connaît, ou en tout cas qu'on connaît à travers les médias, à savoir le génocide au Darfour, la guerre civile, etc. Les Django, c'est le livre d'Abdelaziz qui, je crois, a eu le plus de succès au Soudan. Les gens adorent ce bouquin,
Mais justement, moi, ça m'effrayait un peu parce que même si on me demandait de résumer le livre, c'est assez difficile à résumer en fait. C'est pas un roman qui suit vraiment les canons occidentaux, etc., comme Le Messie du Darfour ou La Princesse de Zanzibar le font. Et, et, et ça part un peu dans tous les sens. Comme je vous le disais, il y a une trame bien sûr, mais elle est assez difficile à suivre. Et curieusement, pourtant, le livre, il y a plein de mots étranges que j'ai décidé de ne pas traduire parce que c'est pas des mots arabes et ils sont pas expliqués dans le texte arabe non plus. Donc je voulais que le lecteur français ait le même effet que celui du lecteur arabophone face à ce roman-là. Et finalement, il a trouvé sa voie il est même sorti en poche. Donc, voilà. Oui, oui. Il y a une première question du public. Mhm. Est-ce qu'il existe aujourd'hui, du côté francophone, des revues qui seraient l'équivalent de l'Arab Lit Quarterly, Mhm. Oui, qui font une oui. chose pour les littératures arabes traduites en anglais? J'ai pas, Pas ça vraiment, existe? en fait. Pas vraiment. Il y a des très bonnes choses, mais effectivement, en anglais, il y a Arablit, il y a Banipal, qui est une revue littéraire sur la littérature. Il y a aussi une revue, alors je suis désolé, son nom m'échappe, mais qui a été créée par des arabisants italiens, qui est très bien. Mais je ne vois pas, hélas, d'équivalent en français. Et je crois qu'effectivement, le travail de scoutisme qui doit être fait pour les éditeurs, il faut parfois passer par ce qui se fait du côté anglophone, c'est-à-dire regarder ce qui se traduit en anglais, parce qu'on traduit beaucoup plus, et puis effectivement s'intéresser à des revues comme Arablit, Banipal, etc. Effectivement. Et évidemment, le travail d'apporteur de projet, des traducteurs Mhm. qu'on n'oublie pas, puisque enfin, vous êtes important aussi, au monde de l'édition pour votre veille et votre défense des auteurs que vous découvrez, que vous avez très Mhm. envie de traduire en France. Alors je sais que ça marche pas à chaque fois, hein, il y a des frustrations. Quelqu'un mentionne aussi Arab Pop, qui serait une revue italienne, je ne sais pas si vous la connaissez? Je dois avouer que je ne la connais pas. Je vais aller voir directement après l'interview. Et alors là, je ne sais pas si vous êtes le bon interlocuteur pour la question, mais quel public il y a pour la littérature arabe traduite en français? Bon, c'est une très bonne question, hein, parce que justement, moi souvent quand j'ai des discussions avec les écrivains arabes, je leur explique qu'il faut trouver qu'une maison d'édition, mais elle ne survit que si elle vend ses livres. Et parce que des fois dans le monde arabe, alors je crois que c'est pas seulement propre au monde arabe, hein, mais les gens sont des fois soit déçus, soit étonnés de ce qui est choisi pour être traduit en fait, hein. Euh, bon, moi je vois ça différemment. Je me dis qu'effectivement un éditeur, s'il trouve un roman superbe, mais qui sait qu'il va pas il sera pas diffusé, qu'il va pas être vendu, c'est un peu un coup dans l'eau et ça, il peut se le permettre une fois, deux fois, mais pas systématiquement. Donc il faut trouver un équilibre entre les deux. J'ai l'impression que oui, elle a un public, mais c'est vrai que c'est une littérature qui garde un public restreint, hein. On publie beaucoup, beaucoup moins de l'arabe que bon, la littérature qui écrase tout, c'est la littérature anglophone, évidemment, hein. Et c'est vrai que quand on considère que l'arabe se parle et s'écrit dans une vingtaine de pays, ce qui sort finalement par an n'est pas énorme, mais je suis assez pessimiste parce que certaines maisons d'édition même réduisent la voilure, c'est-à-dire que même Actes Sud publie moins maintenant de textes traduits de l'arabe qu'auparavant. Ça veut dire que ça ne rencontre que partiellement son public. En même temps, quand je participe à des événements ou quand j'assiste à des événements littéraires, il y a un grand public qui se déplace, hein, que ce soit pour Abdelaziz, mais aussi pour des auteurs irakiens ou syriens. Et, et donc, il y a un public, mais effectivement plus restreint que ce que mérite cette littérature, très certainement. Il nous reste 5-6 minutes. Euh, on a évidemment cité Actes Sud, et puis si on cite Actes Sud, il faut effectivement citer le nom de Farouk Mardanbeh, qui a Bien sûr. créé la collection Sinbad. Alors, il y a de la littérature traduite de l'arabe dans la collection de Sinbad, et puis il y en a hors Sinbad, dans la Mhm. collection
collection de littérature étrangère qui a pas de nom, mais effectivement, Farouk Mardanbeh a fait un travail, sur les dernières décennies, Mhm. qu'on ne peut pas, ne pas admirer, Oui, on bien va dire sûr, ça. bien sûr. Et à part chez Actes Sud, chez quels éditeurs, alors il y a effectivement, à part Sinbad, il n'y a pas de collection Mhm. spécialisée, mais chez quels éditeurs les libraires, les bibliothécaires, les lecteurs peuvent être un peu vigilants? Alors on a Oui, parlé de Tulma, où oui. est-ce qu'on peut en trouver sinon? Alors, Phébus, à l'époque, a publié une série de romans intéressants traduits de l'arabe. Euh, Gallimard aussi, hein, dans la collection du monde entier. Il y a des auteurs arabes depuis plusieurs décennies qui paraissent chez eux, mais hélas, effectivement, ce sont, ce ne sont pas, ils ne font, ils ne font pas partie d'une collection qui est dédiée vraiment au monde arabe. Alors c'est plus une niche, hein, mais il y a le Port Jauni pour la poésie. Donc, c'est une petite maison d'édition à Marseille, je crois, qui publie des recueils de poésie bilingues. Euh, donc Gallimard, je l'ai dit. Euh, oui, alors il y a le roman un roman qui a beaucoup de succès, dont on parle beaucoup. Donc, c'est quoi? C'est du pain sur la table de l'oncle Milo d'un écrivain libyen qui a été traduit par Sarah Rolfo. Donc est-ce que c'est Mohamed Ennas? Je vais essayer de vite retrouver Oui, le oui, c'est nom. lui. Et ça, c'est une maison d'édition relativement récente, je crois, Le Bruit Ah, du c'est au Bois du Monde. Monde? Le Bruit du Monde, voilà, oui. Donc voilà, il y a des maisons qui se Et lancent. puis en poésie, il y a évidemment Bruno Doucet qui a fait tout Oui, un tout travail à en fait, poésie bilingue. tout à fait. Philippe Ray Oui, qui oui, a fait oui. la publication à la collection Kamsa. Il y a Mhm. évidemment enfin, mais ça, je crois que tout le monde, je crois même que c'est cité aussi dans le chat. Je pense qu'on est à peu près tous, à niveau, mais il y a Elisade aussi, Oui, bien sûr, cette Elisade, oui, oui. voilà. Effectivement, oui, qui publie surtout des auteurs francophones, mais qui a aussi traduit des Et auteurs traduits, ouais. qui a aussi publié des auteurs traduits, Et effectivement, et puis, notamment et de là, pour le l'arabe. coup, moi, je connais pas, on me parle d'Alif Bata, ça vous parle? Une maison qui spécialise en BT, roman graphique Oui, arabe? alors effectivement, ça c'est quelque chose que je n'ai pas abordé, mais il y a et c'est aussi assez intéressant, hein, il y a la BD et les romans graphiques dans le monde arabe sont aussi un genre en plein développement, avec des choses notamment au Liban très intéressantes. Et Alif Bata, effectivement, publie des traductions de romans. Mais alors j'avoue, comme c'est un domaine que je connais moins, même si ça m'intéresse, mais bon, on peut pas tout approfondir. Je ne sais pas dans quelle mesure. Je crois que c'est quelque chose qui rencontre un public parce que voilà, c'est quelque chose de plus jeune et c'est effectivement quelque chose à suivre. Mais j'avoue que je connais mal. J'en ai eu entre les mains. Et je trouve que c'est un travail très intéressant, effectivement. Euh, alors, Alors, oui. il nous reste 2 minutes, Xavier. Si vous deviez nous présenter alors un livre qui est traduit en français pour que tout le monde puisse y avoir accès, Oui, un énorme coup de cœur, enfin un livre qu'il faut et d'un écrivain peut-être qu'on connaît un peu moins parce qu'effectivement, je pense que Naguib oui. Mahfouz, on sait, mais c'est vraiment un livre qu'il faut absolument qu'on lise. C'est Un auteur à difficile. découvrir. C'est très difficile. Je peux en citer trois? Ouais. Oui. Alors, il faudra m'excuser parce que je ne vais citer. Je vais en citer quatre comme ça. Je peux. Bon, il y a Hanan Escher dont j'ai parlé, une écrivaine libanaise qui est très prolifique et qui écrit des choses très très différentes, hein. Elle a écrit sur plusieurs décennies. Elle continue d'écrire. Donc, je la conseille. Alors, il y a un auteur qui est moins connu. Il est traduit en français, mais il n'est pas forcément très connu. Mais moi, c'est un de mes auteurs préféré. Il s'appelle Abdelrahman Mounif. Il était donc de père saoudien et de mère irakienne, ou l'inverse, je ne sais plus. Et il a notamment écrit un livre très court, mais très très puissant, qui s'appelle À l'est de la Méditerranée.
qui est un livre sur l'emprisonnement et la politique au Proche-Orient. Très très beau livre. Il y a Ibrahim El-Kouni, qui est un auteur touareg, donc libyen, mais de culture touareg, qui a un univers personnel fantastique que moi j'aime beaucoup. Il y a Salim Barakat, un écrivain syrien d'origine kurde. Alors lui aussi, il fait partie de ces auteurs qui, je crois, hein, donc plusieurs de ses ouvrages ont été traduits. Je ne sais pas dans quelle mesure il est beaucoup lu, mais il mérite vraiment d'être lu, en fait. Alors, Samar Yazbek, une écrivaine syrienne qui a été beaucoup traduite depuis dans toute la période post-printemps arabe, hein, parce que c'est des questions, des questions qu'elle aborde. Mais oh là là, voilà. Xavier, je vous en accorde 3, vous êtes déjà à 5. Mais ce qui prouve que, enfin, moi, je pourrais vous écouter. Je rêverais de venir toutes les semaines à Bruxelles, me cacher au fond de votre amphi Vous êtes la bienvenue, vous ne devrez même pas vous écouter cacher. vos cours. Juste toute dernière question, quelles sont selon vous, qui êtes traducteur aussi, hein, les difficultés de traduction de l'arabe vers le français? Alors là, et vous avez qu'1 minute. Ok. Alors, On va faire 1 la, heure. la difficulté, comme je le disais, c'est que, comme on parle de 20 pays différents, je trouve que pour bien traduire un auteur, il faut idéalement connaître le pays où le roman se déroule. Hein. C'est-à-dire que moi, je peux lire. Je parlais de Youssef Fad, il est un écrivain marocain que moi j'aime beaucoup. Alors, je suis allé quelques fois au Maroc, mais c'est pas le pays que je connais le mieux. Pour moi, c'est un auteur. Alors, je le comprends sans problème quand il écrit, mais voilà, il me manque les références culturelles parce que c'est pas le pays arabe que je connais le mieux. Et donc, c'est peut-être cette diversité du monde arabe. Alors, bien sûr, on parle la même langue partout, mais comme je le disais, on fait beaucoup jouer le dialecte. Et ça, alors Youssef Fad, il y a un de ses romans notamment qui s'appelle. Enfin, dans plusieurs de ses romans, il utilise l'arabe dialectal marocain. Et je me dis que voilà, pour traduire ces romans, il faut aussi bien connaître ça. C'est pour ça que je suis à l'aise si je traduis un auteur soudanais, par exemple, parce que c'est un pays où je me suis rendu plusieurs fois et une communauté que je connais bien. Mais il y a ce jeu hein, entre l'arabe moderne et l'arabe dialectal, qui est... La difficulté, c'est pas forcément de comprendre, mais de savoir ce qui motive le choix de l'auteur. Pourquoi parfois il utilise l'arabe moderne et parfois l'arabe dialectal. Et il faut d'abord comprendre ça pour savoir comment on va le traduire. Est-ce qu'il choisit le dialecte pour une raison sociale, pour une raison culturelle ou spontanément sans s'en rendre compte? Tout ça va avoir un impact sur le registre de langue qu'on va choisir dans la traduction. Et souvent, quand on relit la traduction 5 ou 10 ans après, on se dit, oh, tiens, j'aurais plutôt dû faire ça. Mais voilà, ça, c'est comme littérature arabe au singulier ou au pluriel. Un grand merci, Xavier Luspin. Je rappelle que Merci à vous. Catlas a aussi porté un autre projet qui s'appelait le projet Leila, hein, Promoting Arabic Literature in Europe. Oh, mon anglais est parfait. Et que, en partenariat avec Archipelagos, démarre demain la 2e édition du festival ADAB à la Maison de la Poésie à Paris, organisé par l'Institut de recherche et d'études méditerranéennes et du Méditerranée Moyen-Orient. Donc voilà. Et puis, bien évidemment, on vous mettra une bibliographie en ligne ou par mail, en Ouais. même temps que le lien de rediffusion. Donc, tous les gens inscrits, qu'ils soient présents là en direct ou ceux qui se sont inscrits et qui sont en train de travailler, notamment là, je pense aux libraires, un 5 décembre que j'espère enfin, j'aime à imaginer courir partout parce que les librairies sont pleines. Donc, bien sûr, le regarderont plutôt en rediff plus tard. Et donc, vous aurez une bibliographie où toutes les maisons d'édition sont citées, tous les titres, tous les auteurs dont Xavier nous a parlé. Évidemment, Xavier qui lit, j'imagine principalement en langue arabe, tous ces ouvrages. Il y aura aussi tout le nom des traducteurs. On a essayé d'en donner, mais bien sûr,
tous les textes dont Xavier a parlé, qui sont traduits en français, vous aurez le nom des traducteurs dans cette bibliographie. La prochaine rencontre de ce cycle de rencontres dans le cadre d'Archipelagos en partenariat avec Atlas aura lieu le jeudi 9 janvier prochain, toujours à 15 heures. Ce sera un nouveau mois et ce sera autour de la littérature ukrainienne avec Irina Dmitrichine. Et puis, bien évidemment, tout ce cycle qui dure jusqu'au mois de mai, juin, juin verra son apothéose, même si c'est une apothéose à chaque webinaire, bien sûr, avec l'université d'été qui aura lieu, organisée par l'école de la librairie les 2 et 3 juillet 2025 au théâtre de Maison Alfort. Et je tiens à vous signaler que les inscriptions sur le site de l'école sont ouvertes. Et donc, n'hésitez pas, le programme est bien avancé, mais toujours en cours d'élaboration. Tout ça, évidemment, avec Atlas, en compagnon de route, aussi pour l'université d'été. Xavier Luffin, un immense merci de nous avoir emmenés sur les chemins de la littérature arabe. C'est moi qui vous remercie. Alors, c'est frustrant parce qu'en préparant ça ensemble, il y a des dizaines d'auteurs qu'on avait cités, dont certains très, très, très connus et que je n'ai pas cités, mais voilà, 20 On les pays, retrouvera dans la 1300 langues, bibliographie, de toute on les façon. retrouvera dans la bibliographie. Il était certain qu'avec un conteur comme vous, en fait, les mille et une nuits, c'est un peu vous, qu'avec un conteur comme vous, on n'aurait jamais le temps de faire tout ce qu'on avait prévu de faire. Et puis, c'est vrai que pour un domaine aussi énorme que la littérature ou les littératures arabes, 1 heure, c'était un peu court. Je crois qu'on a donné des bonnes bases. J'espère que Je crois. on a donné envie de découvrir et de lire les auteurs dont on a parlé là pendant cette heure qui est passée très, très vite. Évidemment, un très, très grand merci à vous tous qui étiez présents là. On ne vous voit pas du tout, alors c'est un peu abstrait, mais je sais que vous êtes presque une trentaine en face de nous, donc voilà. Et puis, un grand merci à Atlas et à l'école de la librairie, en particulier un merci à celle de l'ombre qu'on ne voit jamais, qui est Lauriane Ledu qui gère tout l'aspect technique et qui dort mal la nuit de peur que ça ne fonctionne pas Voilà. et qui est parfaite parce que tout fonctionne toujours bien. Voilà, au revoir, à bientôt. Au revoir.